Tu me dis quand c'est bon de ton côté. Moi, je vais juste faire une énième présentation du principe, le temps que tu partages. Ça y est, Donc, le comment c'est principe de la partagé. diligence, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est donc de passer 1 heure en compagnie de professionnels qui nous expliquent un petit peu un aspect de leur métier, voilà, soit leur expérience ou voilà, des récits de vie. Et aujourd'hui, Laetitia, elle va nous parler particulièrement, elle est comédienne et improvisatrice, elle va nous parler particulièrement de l'impro, parce que c'était un sujet que je trouvais extrêmement intéressant et dont elle va pouvoir nous parler en détail, puisqu'elle fait partie notamment de la Lili, la Ligue d'improvisation lyonnaise, que les Lyonnais connaissent bien, mais pas que d'ailleurs. Et donc, du coup, elle va nous parler de ça pendant une demi-heure, et pendant ce temps-là, vous pouvez poser vos questions directement sur le chat de Facebook, et moi, je lui poserai en deuxième partie, donc en gros entre 19h et 19h30, voilà, pour faire large. Donc Laetitia, si c'est bon de ton côté, eh ben, tu peux y aller quand tu veux. Voilà. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et ben, bonjour à tous. J'ai pas le et c'est pas mal d'ailleurs que j'ai pas sous les yeux le décompte de combien il y a de personnes qui suivent ça. Mais voilà, je suis ravie de répondre à l'invitation de Sarah pour parler un peu de mon parcours. Donc, rapidement, moi, je suis comédienne, mais pas que. Je suis aussi chanteuse et je suis aussi violoniste. J'ai un parcours un peu pluridisciplinaire avec, j'ai fait pas mal j'ai fait du théâtre, j'ai fait du café-théâtre, j'ai fait du musical, je fais des tournages, je fais de la voix off, voilà. Et j'essaye de me servir de toutes mes compétences autant que je peux. Donc, voilà, que ce soit le chant, la musique, etc. Et il y a 10 ans, j'ai rencontré la Lili. J'ai rencontré en fait d'abord Selena Hernandez et Cécile Giroux que je croisais un peu au café-théâtre où je jouais régulièrement et qui m'ont dit: «Ah, la Lili recrute, ça te dit de venir passer les recrutements?» et, et j'y suis allée un peu flippée et puis j'ai été prise et du coup voilà, j'y suis depuis 2008, quelque chose comme ça, 2008-2009. Donc voilà. Et parallèlement à ça, je continue mon activité de comédienne dans les tournages, dans les voix off, dans des films institutionnels, dans de la fiction. Enfin voilà, je continue tout ça comme on le fait tous à la Lili. Je vais présenter du coup rapidement la Lili, qui est une compagnie qui réunit on va dire à peu près 16 comédiens, plus ou moins. Ça varie, ça va, ça vient. Il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent et qui reviennent, etc. Mais c'est 16 comédiens professionnels euh, qui sont issus de branches très différentes. Il y en a qui font du théâtre classique, il y en a qui font du café-théâtre, il y en a qui font du théâtre de rue, de la marionnette, enfin voilà, du tournage, de l'humour. Mais en tout cas, on se retrouve tous à la Lively pour faire de l'impro. Mais on est tous comédiens, enfin personne n'est que improvisateur. C'est extrêmement rare. Il y en a un ou deux qui font exclusivement de l'impro, mais tout le monde sinon est comédien et continue son activité de comédien parallèlement à ça. Donc ça, c'est pour une petite présentation rapide de la Lili. J'y reviendrai après. Concernant l'impro, alors essayons de rentrer dans le vif du sujet. Euh, alors c'est une forme qui existe depuis des siècles via la commedia dell'arte ou la tragédie. Enfin, c'est un truc qui existe, qui était déjà là, où les comédiens improvisaient à partir de trames et d'histoires, mais où il n'y avait pas de texte écrit. Donc, c'est une discipline qui existe depuis longtemps, mais qui est traditionnellement utilisée en théâtre comme une étape de travail. Je pense qu'à peu près tous les gens qui sont passés par une école de théâtre se sont fait de l'impro, des exercices d'impro, etc. Mais voilà, c'est souvent utilisé comme une étape de travail et rarement comme une fin en soi. Et c'est là où on est un peu, où l'impro, on est encore à essayer de défendre un peu
notre beefsteak parce que c'est souvent vu comme une discipline qui est beaucoup dans la vanne, dans la punchline, dans quelque chose de très parlé, de très alors oui, c'est quelque chose de très immédiat, de très spontané, mais c'est rarement vu comme un art qui est développé, etc., du fait de sa spontanéité, etc. Donc, là, Sarah nous a mis l'image d'une composition d'équipe de match à Lyon, parce que là, Lily, fait partie des seules équipes à Lyon à faire du match encore. Il y a tout un tas de formes d'impro différentes et le match en fait partie et c'est souvent une des plus connues et en tout cas c'est comme ça que ça a été connu en France. Donc le match d'impro ça a été c'est l'impro telle qu'on la connaît majoritairement ici et qui a été inventé à Montréal par Robert Gravel en 77 et je crois qu'ils sont un peu partis du constat que les, que les patinoires de hockey remplissaient plus que les salles de spectacle. Et ils ont cherché un truc pour faire venir les gens au théâtre. Et du coup, ils ont copié ce décorum sportif. Et du coup, l'impro est arrivé comme ça, via le match. Et puis, donc c'est un peu aussi comme ça, voilà. Donc, alors pour expliquer le match est vraiment, comme c'est inventé par des Canadiens, c'est vraiment calé sur le décorum du hockey. Donc, c'est deux équipes qui se rencontrent dans une patinoire sans glace. C'est soit des équipes de 6, soit des équipes de 4, avec un coach dans chaque équipe, avec un arbitre et deux assistants arbitres, avec des règles très précises, avec des fautes très précises. C'est timé. On a un arbitre voilà, qu'on voit ici, qui est réputé être le méchant du spectacle souvent. Arbitre qui a préparé les thèmes dont il est seul connaisseur, seul détenteur, où il pioche les thèmes dans un barillet. Il nous donne les thèmes, le nombre de joueurs, euh, si c'est un nombre de joueurs limité ou un joueur par équipe, deux, voilà, ou que les filles de l'équipe. Voilà. Il peut imposer une catégorie aussi. Je dis n'importe quoi, par exemple, à la manière d'un film de Tarantino ou à la manière de La Fontaine, par exemple. Il donne le temps de l'improvisation, donc improvisation de 4 minutes à la manière de. Et puis, il dit si c'est une improvisation mixte ou une improvisation comparée, donc à savoir si les équipes improvisent successivement une après l'autre sur le même thème ou improvisent ensemble sur le même thème. Donc, donc on se rencontre sur le plateau, sur la patinoire. C'est des règles, on y viendra après, les principes de l'impro, qui sont vraiment des mécaniques, des règles, des façons de faire et qui fait que ça nous permet de rencontrer n'importe qui avec qui on n'a jamais joué et de pouvoir se rencontrer au plateau et se comprendre et construire des histoires, etc. Et donc, c'est extrêmement codifié. Il y a des fautes parce que c'est vraiment un spectacle qui est grand show. Il y a des musiciens sur le plateau, voilà, il y a des remises d'étoiles à la fin du match, remises de manière extrêmement subjective par une personne sur les meilleurs improvisateurs de ce match ou la personne qui a le plus brillé. Enfin, voilà, il y a 3 étoiles qui sont remises à la fin du match. Et c'est le public qui vote. À chaque fin d'impro, le public vote et puis il y a des points, etc. Donc c'est vraiment construit sur un décorum très sportif de compétition. C'est vraiment que du décorum, de l'image. C'est-à-dire qu'on ne joue pas les uns contre les autres, mais bien les uns avec les autres. Ça n'aurait pas de sens de jouer les uns contre les autres. Voilà. Donc ça, c'est la forme la plus connue souvent de l'impro. Souvent, les gens viennent nous voir à la Lily, nous ont connus. Voilà, là, on voit le public qui vote à la fin des impros.
Souvent, le public nous connaît via le match et puis vient parfois, parce qu'on fait aussi des ateliers pour les amateurs, vient parfois pour apprendre ce type d'impro qui est une impro très punch, très rapide, très voilà, et qui est même si on adore ça, qui est loin d'être la forme d'impro qu'on développe le plus à l'heure actuelle. La Lily va avoir 30 ans l'année prochaine, donc elle est présente à Lyon depuis un bon paquet d'années et effectivement a fait ses armes avec le match et s'est fait connaître via le match, etc. Mais on a aussi, au fur et à mesure, développé une ligne artistique qui nous a petit à petit éloigné de l'écriture improvisée très rapide qu'est le match. Donc, du coup, de cette forme-là, se sont déclinées aussi tout un tas de formes type catch impro, où là, c'est 2 joueurs contre 2 joueurs, avec un arbitre aussi. C'est des choses qui sont très rapides. Ça s'est démultiplié dans les cafés-théâtres. Et maintenant, il y en a à foison dans tous les cafés-théâtres de France, euh, du cabaret, du catch impro, enfin vraiment des petites formes d'impro. Euh, et à Lyon, il y a eu une croissance exponentielle de compagnies d'impro et de compagnies d'impro amateurs notamment, qui en font à foison dans tous les bars et tous les cafés-théâtres, dans tous les recoins. Donc voilà. Donc il y en a un petit peu partout. Et alors je ne sais pas où est le point de départ qui, qui, qui fait que au final l'impro a cette image-là, mais c'est quelque chose qui s'est extrêmement démocratisé auprès du grand public qui adore aller voir ça. Je pense qu'il y a le côté éphémère, spontané, prise de risque, et ils aiment bien assister à ça. Et c'est au fur et à mesure que la cote a grimpé auprès du public, elle a aussi bien descendu auprès des professionnels. Et on a du mal un peu à se faire prendre au sérieux comme discipline artistique à part entière auprès des théâtres. Et c'est un des grands boulots de la Lily depuis quelques années, où les je vais y arriver. Parmi les styles d'impro qu'on a développés, on a beaucoup travaillé sur les codes d'auteur. Et depuis quelques années, on a monté des spectacles, un autour de Feydeau et un autour de Shakespeare. Donc le premier s'appelle On purge Feydeau et le deuxième s'appelle Shakespeare en mode Shakespeare, où on improvise une heure et quart. Voilà, on improvise 1 heure et quart, une pièce en 3 actes d'1 heure et quart dans le style de Feydeau. Donc dans le langage de Feydeau, dans les codes de Feydeau, dans les codes dramaturgiques, donc ça demande beaucoup de boulot en amont, mais où on a décidé aussi de montrer qu'on est des comédiens à part entière et que l'improvisation ne repose pas que sur la punch, etc., mais que ça demande tout un tas de compétences sur lesquelles je viendrai après et qui nous permet évidemment pas d'écrire du Feydeau parce qu'on ne peut pas écrire, enfin justement parce que c'est une écriture de plateau en direct et que ça nous demande d'être très réactif. Mais on a décidé de créer des concepts là où d'habitude ça joue plateau nu avec juste enfin, voilà, des comédiens tout en noir qui peuvent changer de personnages, etc. Là, on a décidé de créer des décors. Alors, on le voit là sur la photo, qui sont des décors assez neutres, qui sont soit des panneaux, soit des cubes, et qui nous permettent de faire des trucs un peu protéiformes, où on demande au public le nom des personnages, qu'est-ce que c'est, enfin, quel décor ils souhaitent voir. Est-ce qu'il y a une méridienne? Est-ce qu'il y a une psyché? Voilà, parce que ça fait aussi partie de l'impro, ce côté très participatif du public. Et donc, nous, on a décidé d'improviser avec du décor et des costumes. Et donc, on, on incarne des personnages du début jusqu'à la fin. Et voilà, dans le style de Feydeau, on essaye d'être au plus proche de la dramaturgie, des dialogues, de l'écriture,
des références, d'être voilà, d'être au mieux dans le monde de Feydeau. Et puis on l'a fait aussi depuis cette année avec Shakespeare, dans le style des comédies de Shakespeare pour le coup, parce que l'œuvre est tellement vaste et l'écriture tellement différente. Avec le choix, là on voit, pour l'instant, c'est un spectacle qui est encore en création, donc pour l'instant on a les costumes mais pas encore les décors, avec un choix de, avec un choix de costumes qui est très contemporain. Euh, les décors, ça sera pareil, très, très codifié probablement. Et pareil, avec le même travail en amont, de travail sur la dramaturgie des comédies de Shakespeare, des personnages récurrents, des thèmes abordés, du coup le parler aussi Shakespeare, le langage, donc un gros gros boulot pour nous en amont, euh, un gros boulot en amont sur l'écriture et sur sur l'écriture de Shakespeare. Et du coup, qui m'amène à basculer un peu vers sur le côté théâtral, théâtral de l'impro et des compétences qui sont demandées. C'est-à-dire que nous, on défend effectivement une improvisation théâtrale, vraiment du théâtre d'impro. Et, et effectivement, c'est pas ça demande beaucoup de compétences en même temps. C'est-à-dire qu'on fait travailler notre cerveau de tous les côtés. On est à la fois auteur, donc c'est-à-dire qu'on est dramaturge, on est scénariste, on est acteur, on est metteur en scène, on est scénographe. Il faut qu'on pense à tout ça en même temps. Être à la fois suffisamment dans le jeu, dans nos personnages, dans notre histoire, etc., mais régulièrement en sortir un petit peu pour avoir un regard plus général sur où en est le tempo de l'histoire, la dramaturgie. Est-ce que c'est pas le moment de faire une ellipse ou de faire intervenir un nouveau personnage, ou au contraire de pas trop en dire, enfin voilà. Donc ça nous fait vraiment passer de l'un à l'autre, et ça nous demande d'avoir un regard très complet. Et encore plus là, alors quand on se lance sur les Feydeau ou sur les Shakespeare, on a 3 ou 4 comédiens au plateau et un comédien justement qui est chargé de la mise en scène et qui, entre les actes, nous refait un petit brief en disant attends, donc là ça serait bien de développer telle histoire, là de tirer tel fil, oh, ok, là il va falloir attention à tel quiproquo, là il faut boucler le quiproquo, là il faut aller vers de la conclusion, etc. Donc là on a quelqu'un qui fait vraiment qui a vraiment ce rôle de metteur en scène, qui va qui va nous guider sur la globalité. Sinon c'est compliqué, mais sinon sur des impros qui sont plus courtes, comme en match, ou même comme un spectacle d'impro très basique, où on part sur des impros qui sont assez majoritairement autour de 7-8 minutes. Voilà, pour le coup, on a la responsabilité complète de ces différentes casquettes de metteur en scène, d'acteur, etc. Et du coup, ouais, voilà, nous, on a ce truc-là, cette volonté avec la Lily de défendre une improvisation qui a un vrai travail de comédien, une vraie écriture théâtrale. Et on essaye de diffuser ces spectacles-là dans les théâtres. Et c'est très difficile parce que les programmateurs de théâtre, mais même les comédiens de théâtre, plus globalement, ont une vision très réduite de l'impro et très sur la punchline, enfin, et même quand dans nos ateliers, les amateurs viennent nous voir, on essaye de leur faire comprendre que bah, la punch c'est bien, mais que la punch c'est très personnel, et qu'une fois qu'on a fait une bonne punchline, bah voilà, ça on a fait rigoler le public, mais comment on fait pour développer l'improvisation, pour que ce soit au service de l'histoire et pas que au service de la vanne perso qui nous a mis en valeur juste nous, l'espace de 10 secondes. Et, euh, et voilà, et c'est compliqué. Et quand on va voir les programmateurs, je pense que majoritairement, on a à peine le temps de finir notre phrase en disant oui, c'est de l'improvisation. Ah non, mais on ne programme pas d'impro, parce que
ça a pas très bonne presse. Bon, en plus, heu, je pense que malheureusement, il y a aussi beaucoup de gens qui ont une vision, de l'impro, ce qui est montré au grand public. Alors moi, je connais pas, j'ai jamais vu, mais je crois on fait beaucoup référence, auprès de nous aux émissions d'Arthur, aux trucs comme ça. «Ah oui, c'est comme chez Arthur». Alors je ne sais pas, du tout, ce qu'il fait, mais j'ai dans l'idée que c'est à peu près pas du tout ce qu'on fait. Mais voilà, donc on essaye j'allais dire redorer le blason. L'impro a pas du tout besoin d'être redoré. Le blason de l'impro est tout à fait plein d'or, mais mais il faudrait que les gens le sachent et moins de préjugés. Et dans le monde du théâtre, c'est un peu dur, dur. Donc je repense à ce que je disais au début, c'est-à-dire que tout le monde passe par l'impro pour travailler et pour devenir comédien. Puis dès qu'on est comédien, on lâche l'impro et on fait plus que du texte. Et je trouve ça dommage parce que c'est un apport, alors moi, dans mon boulot de comédienne, c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté beaucoup en termes de lien à mes partenaires, de lien avec le public, parce que c'est aussi une discipline qui nous demande d'être extrêmement à l'écoute du public et de son ressenti et comment on peut, parfois comment on les perd un peu, comment on va les chercher, d'être, pour moi la valeur fondamentale de l'impro étant l'écoute, parce que sans ça, ben, on ne peut pas improviser avec ses partenaires et que c'est ce qui nous permet, sans jamais, nous être rencontrés avant, sans se connaître, de pouvoir, improviser ensemble et cetera. Donc moi, ça m'a apporté vraiment beaucoup, en écoute globale de la salle, du public, de mes partenaires, en confiance aussi. De Je crois que j'ai plus jamais eu de trou de mémoire à partir du moment où j'ai fait de l'impro. En fait, j'ai plus jamais eu de trou de mémoire, de trou de texte à partir du moment où j'ai plus eu peur d'en avoir, en me sentant sécurisée, en me disant: «Bah, au pire, tu sais ce qui se passe dans ton histoire, tu sauras rebondir» et voilà. Et puis c'est une discipline qui nous force, enfin qui nous force à rien, mais c'est mieux à être vraiment dans l'instant. C'est-à-dire que si on n'est pas dans le parfait instant présent, et ben, on rate des infos, on rate des ressentis, on rate le fait d'être parfaitement là et d'incarner, voilà, d'incarner nos personnages, nos situations et cetera. Donc je trouve que c'est en tant que comédienne, moi, c'est une discipline qui m'a apporté beaucoup, sur de l'ancrage et sur du être, totalement à ce qu'on fait parce que, bah, j'ai en tête, enfin moi j'ai fait pas mal de café-théâtre et que quand on joue, 2 mois et demi ou 3 mois, une même pièce du mardi au samedi, bah, c'est dur d'être toujours dans l'instant présent et d'être, enfin voilà, de redécouvrir chacun de nos partenaires, chaque, instant de la pièce et cetera. Et moi en ça, l'impro m'a aussi beaucoup, apporté cette chose-là. Et puis, et puis sinon, c'est aussi une forme, qui est hyper large et qui nous permet d'aller aborder tout, en fait, parce qu'on vient avec, qui on est, avec, nous, on a aussi des spectacles, jeune public. Ça, c'est un truc qui marche hyper bien avec le jeune public. On a plusieurs spectacles, en jeune public. On a Impromino, on a Pioche, on a Tudor, qui est un spectacle pour les tout petits, sur les 3-5 ans. On en a monté un aussi, un promirette avec des comédiens sourds, à visée du public sourd et entendant. En fait, c'est pour, tout le monde. C'est un spectacle qui est totalement visuel, qui est ni en français ni en LSF. C'est vraiment totalement, visuel et qui est accessible à tous les publics. Et voilà, je trouve que c'est un lieu de rencontre, des possibilités de rencontre qui sont quasi, illimitées. Et puis, il y a ce truc quand même, qui est déjà magique au théâtre et qui l'est encore un peu plus, en impro, c'est effectivement le côté extrêmement, spontané et éphémère et de se dire que, soit en tant que spectateur, soit en tant qu'acteur, on produit ou on regarde un instant qui ne se reproduira jamais, même si,
même si on y met tout notre, enfin voilà, si on y met toute notre énergie, ça n'a pas de sens de vouloir reproduire ce truc-là. Donc voilà, d'ailleurs, j'en profite pour dire que pour tous les gens qui vont aller peut-être suite à ça découvrir de l'impro filmé sur YouTube, eh bien, je vous annonce d'ores et déjà que ce sera nul parce que l'impro filmé vit vraiment très très mal. Voilà, donc dès qu'on pourra sortir de chez nous et re-remplir des salles de spectacle, eh ben, j'espère que vous aurez plaisir à venir découvrir cette discipline, cet art. Ça va, Sarah? J'ai l'impression que je suis dans un timing Mais tu quasi es dans militaire. un timing parfait. Écoute, il est Ouais. 57. Toi, tu viens de me rappeler que j'ai loupé la dernière Lily. Moi, j'avais pris une place, enfin 3 places, hein, on devait y aller à 3. Le dernier, voilà, le dernier match, c'était avec le Ouais, Québec, ouais. Lily vs Et qu'on Québec. était, on était tous un peu tristes qu'il soit annulé parce qu'effectivement, c'était l'équipe du Québec qu'on recevait et que ça promettait d'être un beau match. D'ailleurs, on avait fait une belle saison. Il y avait eu l'équipe de Belgique qui était venue avant et ça avait super bien marché. Enfin, moi, j'étais pas à ce match-là, mais donc voilà. Ben, on espère tous qu'il y Ah, aura je des jours reviendrai. meilleurs. Mais j'avais déjà vu, Lily, moi j'ai découvert justement, c'est pour ça que je suis contente que tu en parles aujourd'hui parce que moi je connaissais l'impro dans les petits cafés théâtres justement et j'ai découvert, la Lily, VS Québec, il y a 2 ans je crois. J'étais venue voir un spectacle au Transborder et j'avais trouvé ça extraordinaire que le public soit aussi, au fait de tous les codes. C'est-à-dire que quand l'arbitre est rentré et qu'il se fait huer par tout le monde, je me suis Ouais. dit: «Mais c'est pas possible, on est dans un match de catch, pourquoi tout le monde connaît ça et moi je connais pas?» Et c'était un moment, génial. C'était vraiment génial. D'ailleurs, souvent, le public de match n'est pas forcément représentatif du public d'impro. Il y a des gens D'accord. qui sont des fous de match et qui viennent tout le temps et qui viendront jamais voir autre chose que du match parce que c'est le côté grand spectacle qui leur plaît. Et du coup, c'est effectivement des gens qui sont très aguerris aux règles et au décorum de l'impro. Et encore, nous, on a fait le ménage un peu dans les traditions de match parce que c'est un spectacle qui est extrêmement long sinon. Mais avant, il y avait l'arrivée des équipes, il y a chaque équipe qui chantait son hymne. Enfin, il y avait vraiment tout un décor. Et nous, on a essayé de resserrer ça pour qu'on aille vraiment à un maximum d'impro. Mais avant, on distribuait aux gens des pantoufles qui pouvaient lancer pendant le match. Principalement, c'était lancé sur l'arbitre pour contester des décisions ou des trucs comme ça, quand il nous mettait des fautes, soit que le public jugeait pas opportune, hein, c'est ça. Euh, mais voilà, après ça, c'est à Lyon. Il y a des villes où on balance des pantoufles dans la gueule des comédiens pendant qu'ils jouent pour leur signifier qu'on s'emmerde. Et là, c'est quand même un poil moins sympa. Ouais, ça c'est dur, hein, effectivement. Et moi, je savais pas. Et oui, souvent, le public est très, voilà, c'est un public qui sait vraiment ce qu'il vient voir et il aime le côté vraiment grand show d'impro. D'accord. Alors du coup, il y a pas mal de questions, donc je te propose d'attaquer sur les questions. La première, c'est celle de Clément. Comment les membres d'une compagnie d'impro peuvent-ils continuer à improviser ensemble alors qu'ils connaissent les gimmicks et réflexes d'improvisation des autres? Alors, on ne connaît pas les gimmicks ni les réflexes. On connaît la façon de jouer. On sait que certains joueurs, par exemple, sont vachement bons en construction. On sait qu'ils vont être très bons dans l'écriture de scénario. On sait que d'autres vont être extrêmement vifs dans de l'écriture de dialogue où vont être hyper forts là-dedans. On sait que d'autres vont avoir une supervision globale et euh, vont te ramener un, un truc un peu inattendu parce que d'un coup, ils se rendent compte que, ouais, on approche de la fin et pouf, il faut boucler. Donc, on connaît on connaît les qualités de chacun des improvisateurs, mais ça reste de l'improvisation à chaque fois et on improvise toujours sur des sur des nouveaux thèmes, et puis nous, on se renouvelle en permanence, on ne ressort jamais deux fois. On peut ressortir des types de personnages, des archétypes, des choses comme ça, mais ça s'arrête là. Et on peut improviser avec la même équipe pendant des jours et se renouveler quand même. Et d'ailleurs, on l'a testé quand on a commencé à faire des séries
justement sur Shakespeare ou sur Feydeau. Et on s'est dit, aïe, 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 si on est la même équipe, pardon. Et puis, Feydeau, on est quand même beaucoup sur une dramaturgie qui est souvent la même, où c'est de la grande bourgeoisie, c'est souvent avec les mêmes types de persos. On a des médecins, on a des avocats, des trucs comme ça. Et on s'est dit, voilà, est-ce qu'on va arriver à se renouveler? Même nous, on en avait peur en jouant plusieurs soirs d'affilée. Et oui, en fait. C'est, on arrive toujours à se surprendre. Et là encore, si on est dans l'instant présent et enfin, si on est vraiment dans de l'organique, de ressentir les choses et de vivre ce qui se joue à l'instant, on peut jouer 100 fois avec des gens qu'on connaît par cœur. En fait, le seul truc que ça apporte, c'est qu'on se comprend plus vite et que ça connecte plus vite. Là où quand on rencontre sur la patinoire des joueurs qu'on ne connaît pas, on a toujours quelques minutes où on se cherche un peu. On se dit, ah, c'est quoi ton code de jeu, toi? Est-ce que tu es plutôt sur de la punch à jouer très rapide, ou au contraire, tu es plutôt à installer des situations? Est-ce que... Donc voilà, c'est pas du tout quelque chose qui nous enlève de l'imaginaire ou de la capacité à improviser. Au contraire, c'est quelque chose qui fait on peut aller encore plus dans de la finesse. C'est Justement, très par rapport à ça, moi, je me suis posé comme question à un moment donné en voyant les matchs, justement, qu'est-ce que vous vous dites pendant le micro-temps imparti au début du match, quand l'arbitre vous laisse, je sais pas combien de secondes pour discuter 20 entre vous avant secondes. de commencer Ouais, la question, vous vous dites on a 20 secondes de coaching. Alors ça, c'est très variable selon les équipes, selon les coachs. Parfois, on se dit que des conneries et des choses qui n'ont rien à voir avec l'impro. Des fois, il y en a un qui a une idée et qui dit ah ouais, on peut aller dans tel univers ou telle situation. Des fois, on fait une espèce de brainstorming où on se dit ah ouais, ça peut être ça, ça peut être ça. Où en fait, en gros, une fois qu'on a décidé qui part sur l'impro, en gros, on lui fournit un peu un stock de matériel dans lequel il va piocher ou pas. Parce que des fois, on nous donne des idées comme ça, et puis nous, on ne comprend pas bien soit ce que les autres veulent nous dire, et puis ben voilà, on va piocher dedans. Et parfois, il y en a qui n'utilisent pas du tout ces 20 secondes pour se faire un brainstorming enfin voilà, c'est vraiment à la discrétion de chaque équipe dans leur façon de bosser, mais on peut se donner soit une image de départ, un point de départ, se donner un lieu. Ok, on commence dans une gare, c'est le jour de départ en vacances. Ok, donc on part avec ça. Ou alors avec un personnage. Ok, t'es une grande bourgeoise, tu es en deuil de ton mari qui vient de mourir très récemment. Bah, ça peut être des choses, ça peut être des choses très précises comme un univers beaucoup plus grand. D'accord, j'ai l'impression d'avoir vu un peu derrière le rideau, donc je suis contente. Question, de Clément toujours. Alors, c'est un peu comme le bon et le mauvais chasseur. Comment tu considères comment, tu considères la différence entre une bonne et une mauvaise impro? Oh là là. Ouais, c'est Je dur sais comme pas. question, je sais. Hem, bah, la mauvaise impro, je dirais que c'est le truc où on n'arrive pas à décoller, qu'on reste soit dans un univers, hyper quotidien et qu'on n'amène pas d'informations. Il se passe rien, personne prend des décisions, on reste dans un truc hyper flou. Je dis n'importe quoi, hein, mais par exemple, quelqu'un t'offre un cadeau et te donne pas d'indication sur ce que c'est, et toi tu l'ouvres et tu prends pas de décision non plus, et tu fais ah, oh, c'est étrange, et du coup là il peut rien se passer en fait, parce que personne n'a pris la décision de dire c'est une bague, c'est un chou-fleur, du coup on peut pas se placer par rapport à ça. Donc pour moi, c'est le truc où personne ose prendre le lead, où personne, tout le monde tâtonne un peu. Pour moi, c'est ça. La mauvaise impro, c'est le truc où on s'emmerde en fait. Mais du point de vue du spectateur des acteurs. Après, la bonne impro, je sais pas, il y en a tellement des milliards de possibilités de bonnes impros. Parfois, tu as des trucs où c'est simplement un moment de magie, de rencontre entre des comédiens.
Des fois, c'est juste parce que tu en as qui ont eu l'idée du siècle sur le scénario, ou alors des sorties de punchline ou de dialogue qui sont hyper bien écrits. Enfin, pour moi, c'est difficile de quantifier la bonne impro, mais par contre, on a plein de façons de savoir qu'on est en train de faire un peu de la merde. Ça diffère pas trop des films, alors du coup, ou du théâtre d'ailleurs, en règle générale, pas improvisé, quoi. Ah Euh, oui, il y a du bon et du mauvais partout, c'est ça qui est chouette, hein. oui, quand l'intrigue n'avance pas et qu'on se fait suer, bah forcément. Mais ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est par rapport au fait que c'est à vous de prendre des décisions très rapidement. Et tu parlais de l'exemple du cadeau, mais c'est simplement, il faut Bah, qu'il avance. puis rapidement ou pas, mais en tout cas prendre une décision. Mm. Parce qu'effectivement, si on reste dans le mystère et que personne ose jamais prendre la responsabilité d'éluder le mystère, et ben, du coup, on peut jamais avoir de point de vue sur la situation ou le cadeau en question. Et du coup, c'est difficile d'avancer. Donc, il y a un moment. Et c'est ça aussi qui est chouette en impro, c'est-à-dire que avoir confiance dans le fait que on se jette, mais on se jette jamais dans le vide. En fait, c'est juste qu'il faut oser se jeter, mais il y a toujours soit les partenaires, soit nous qui seront là pour nous rattraper parce qu'on justement on est entraîné à déclencher de l'imaginaire et à chercher toutes les. C'est comme si à chaque fois qu'on posait un scénario, on a une arborescence de réponses possibles. Mais du coup, si on n'a que des arborescences et qu'on répond jamais à OK, quelle branche de l'arbre je prends, ben, c'est chiant. Donc, OK, je fais ce choix-là. Et en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a je fais le choix et puis de la même manière qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise idée en impro. Il y a celle qui est venue et qu'on a exploitée. Mais du coup, allons-y et exploitons-la vraiment. Et puis, parmi les impros que moi je trouve pas très bonnes, il y a tous les trucs où les comédiens font du commentaire sur une espèce du sous-commentaire sur ce qui est en train de se passer ou qui décrochent. Moi, je trouve pas ça intéressant. Donc, mais quand d'un coup on est à fond et qu'on vit les choses vraiment et qu'on fait des choix, ben, c'est là où il se passe des choses, même avec l'idée la plus basique de la Terre. Il y a une question de Clément, il y en a deux, trois dans le même sens, donc je vais poser celle-là et puis je pense que tu pourras répondre dans la globalité. Mais sa question, c'est comment est-ce que tu expliques que l'impro soit si peu populaire en France en comparaison avec le Canada, par exemple, où c'est beaucoup plus répandu? Bah, c'est né là-bas, hein, déjà, donc ils ont beaucoup plus ce truc-là. Et puis, alors, moi, je suis pas bien d'accord de dire que l'impro est pas populaire en France parce que quand on voit le nombre de compagnies à Lyon qui ont explosé ces dernières années, que Lyon est une ville de café-théâtre, du coup, et le moindre café-théâtre a sa compagnie d'impro qui est rattachée. Il y a des millions de compagnies amateurs qui jouent dans tous les cafés du monde, etc. Donc, moi, j'ai pas l'impression que ce soit pas populaire. Je trouve que c'est pas, c'est pas populaire auprès des professionnels du spectacle. C'est pas, ouais, c'est pas un art qui est adoubé par les professionnels du spectacle. C'est vu comme quelque chose d'extrêmement amateur, justement, ce qui veut tout et rien dire d'ailleurs, parce qu'il y a d'excellents amateurs et de très mauvais professionnels et inversement. Mais ouais, moi je trouve pas que ce soit pas populaire. Après, les, 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 les Canadiens, ils baignent dedans, hein. Donc c'est eux qui ont inventé ça, ils baignent vraiment dedans. Donc on peut difficilement se comparer à eux, mais il y en a plein, plein, plein. Et puis, justement, il y a aussi plein de courants qui arrivent, d'autres manières d'improviser, le courant de Chicago. Enfin, voilà, ils improvisent de manière différente et c'est en train d'arriver en France. Et d'ailleurs, beaucoup par des biais amateurs, des festivals amateurs, des workshops, des machins. Moi, je trouve qu'au contraire, le monde de l'impro est très, très, très vivant et que les improvisateurs professionnels ont pas mal de choses à découvrir auprès d'amateurs très éclairés qui vont se renseigner partout dans le monde. Du coup, il y avait une question sur les ligues d'impro en France. Quelles sont les meilleures ligues d'impro de France pour toi?
Ah, évidemment, la Lily en premier lieu, ça, bon, J'ai après aucune réponse, j'ai aucune réponse à ça, sachant que le mot ligue n'a plus vraiment de sens. D'ailleurs, nous on réfléchissait à rebaptiser la Lily autrement, parce que le mot ligue évoque vraiment ce côté match, et du coup c'était des rencontres. Il y avait une Coupe de France, il y avait une équipe de France, il y avait des rencontres, etc. Et ce qui n'est plus le cas maintenant. Alors, je ne sais pas bien pourquoi. Est-ce qu'il y a aussi beaucoup des histoires budgétaires parce que c'est un spectacle qui coûte extrêmement cher parce qu'on est très nombreux. Donc, c'est justement, il n'y a plus que les amateurs qui font vivre ça parce qu'ils ne payent personne. Donc, ils peuvent se permettre de se déplacer à 10 dans une ville. Alors que nous, s'il faut qu'on paye effectivement 4 comédiens de chaque côté, plus un coach de chaque côté. Donc, on a déjà 10 personnes, un arbitre, 2 assistants arbitres, 13, un musicien, 14, un régisseur lumière, un régisseur son, on est à 16, une ou un MC, on est à 17. Enfin, voilà, donc ça fait tous ces gens-là à payer. Donc, et puis, je crois que personne a vraiment repris le flambeau d'organiser ça, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup des raisons budgétaires. Donc ça s'éteint un peu. Donc, moi, quand je suis entrée à la Lily il y a plus de 10 ans, ça commençait déjà un peu à décliner ce truc-là. Il y a eu encore 1 ou 2 ans de matchs organisés par la LIFI, donc Ligue d'improvisation France, je sais pas quoi. Et puis eux, ils étaient à Paris, puis je crois qu'ils ont un peu splitté, ils se sont séparés en deux compagnies. Donc ça a pas grand, ça a plus grand sens en fait. Donc il n'y a pas de meilleure, il y a pas de meilleure ligue, voilà. est-ce que, demande Charles, tu es parfois frustré dans des spectacles entre guillemets classiques, donc pas d'impro, par le peu de place laissée à l'improvisation? Ah ben non, en fait le fait d'en faire beaucoup de l'impro. En plus, moi, j'ai un côté un peu, j'ai un côté bon élève, hein. Donc, moi, si je suis dirigée par des metteurs en scène, etc., et dans un truc très cadré, j'ai aucun problème à rentrer dans des choses très cadrées. Et justement, parce que j'ai la chance de m'épanouir pleinement en impro avec la Lily ou avec d'autres compagnies d'ailleurs. Euh, et puis, je trouve que selon les gens avec qui... Ce qui me manque, c'est pas forcément l'improvisation, c'est parfois de pouvoir proposer, parce que l'impro nous permet d'aiguiser, je trouve, vachement nos sens d'écriture, et notamment en dialogue, etc. Donc, parfois, on tourne des trucs ou on joue des trucs qui sont alors, on est d'accord, hein, je parle pas de quand on va jouer un classique et tout ça, mais qui sont pas toujours hyper bien à se mettre en bouche, qui sont un peu compliqués. On aimerait pouvoir proposer. Pour ça, c'est plus à des tournages que je pense, sur vraiment des choses très contemporaines. Mais sinon, non, j'ai pas de problème avec ça. J'en fais suffisamment à côté pour facilement me laisser beaucoup guider. Puis après, c'est même pas une histoire d'improvisation. On sent vite, je trouve, quand on est en communication avec quelqu'un qui nous laisse un peu proposer des choses ou qui a une idée extrêmement ferme de ce qu'il a envie. Tu as parlé un petit peu de ça tout à l'heure et tu m'en as parlé en off, mais il y a une autre question de Clément là-dessus, c'est l'utilisation de l'impro en dehors de la scène. Donc il dit, voilà, je sais qu'elle est utilisée en atelier pour aider certaines personnes à communiquer ou en entreprise pour développer les capacités de communication des employés. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu procèdes, toi, quand tu vas justement en entreprise pour utiliser l'impro? Alors, avec la Lily, on utilise beaucoup l'impro en entreprise, mais ces trucs d'expression, les team building, où souvent on nous fait travailler sur la confiance, les relations de confiance en équipe, etc. C'est au final pas du tout les interventions les majoritaires qu'on nous demande. Alors, bien sûr, il y a ça, et d'ailleurs, c'est revenu. Il y a une période où on nous demandait plus du tout de team building, mais ça y est, c'est revenu un petit peu. En revanche, on fait énormément de restitution improvisée. C'est-à-dire que, par exemple, les gens ont ont des séminaires, des conférences, des trucs comme ça.
on y assiste toute la journée, on prend des notes, etc. Et fin de journée, restitution improvisée. Donc ça fonctionne hyper bien parce que d'un coup, ils ont un regard décalé sur leurs problématiques et que ils ont une perception de gens qui ne sont pas du tout impliqués professionnellement, émotionnellement, etc. Qui souvent, ils viennent nous voir en disant « Oh là là, mais comment vous avez perçu aussi vite vous avez vraiment perçu toutes les problématiques ?» Et en fait, les gens ne se rendent pas compte qu'eux, ils ont tellement le nez dedans que c'est normal et que nous, effectivement, à peine on s'approche, ça nous saute aux yeux parce qu'on a déjà on a un regard qu'on apprend à aiguiser sur les situations et comment chaque trait on va pouvoir l'épaissir un peu, le légèrement caricaturer ou voilà. Donc ça c'est un truc qui fonctionne hyper bien pour remettre du lien entre les gens aussi, pour dédramatiser des situations, pour percevoir ou comprendre des problématiques. Et puis sinon, le versant plus team building en atelier, c'est souvent du travail, on les fait travailler sur l'écoute et sur la confiance. Et ça fonctionne bien parce que, en fait, l'impro les met dans une forme de fragilité et on a des groupes où, en général, sont mélangées toutes les hiérarchies. Donc, d'un coup, ils sont obligés d'être tous au même niveau. La secrétaire ou les dirigeants, voilà, ils sont tous au même niveau et ils s'aperçoivent et toutes leurs paroles, chaque parole est égale et équivalente. Donc, ça remet aussi là de l'articulation, de la discussion, ça dédramatise des situations ou des façons dont on peut percevoir, enfin, ça fait redescendre un peu de leur piédestal les dirigeants. Ça peut valoriser des gens, au contraire, qui ont des postes un peu plus bas. Ça peut briller des gens qui sont tout le temps en retrait. Et c'est aussi faire comprendre à des gens qui n'ont pas envie de s'exposer qu'on n'a pas besoin, encore une fois, on n'a pas besoin d'être grande gueule et punchliner pour exister sur un plateau. On peut exister par sa présence autrement, travailler sur du contrepoint, etc. Donc, c'est souvent, les gens repartent ouais, très enthousiastes et très boostés de ces ateliers. J'ai une question J'ai répondu à la difficile. question ou pas? J'ai l'impression Oui, d'être passée un peu. complètement, même et plus encore. Clément posait une question que je te pose qui va te paraître évidente, mais je pense que c'est bien d'y répondre quand même. Un bon improvisateur est-il forcément un bon comédien, donc en dehors de l'impro? Et vice-versa, est-ce qu'un bon comédien hors impro est-il forcément un bon improvisateur? Ouais, excellente question, Clément. Alors, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il peut y avoir d'excellents comédiens de théâtre ou audiovisuel et qui sont très mauvais improvisateurs parce que ça demande quand même du lâcher-prise, beaucoup d'écoute globale, etc. Et puis, il y a des gens qui sont très bons en étant dirigés, ouais, en étant très dirigés. Et puis, si tu les laisses en roue libre, eh ben, d'un coup, soit ils paniquent, du coup, ils écoutent plus rien, ils sont… voilà. En revanche, je pense qu'il pour être un bon improvisateur, je pense qu'il faut être comédien et plutôt bon comédien. Enfin, plutôt bon comédien. En tout cas, il faut être comédien. Et c'est aussi ce qu'on essaye d'apprendre à nos participants en atelier qui viennent, voilà, ils ont envie d'improviser, ils sont beaucoup dans la vanne, etc. Et que du coup, quand on passe par des exercices plus techniques de théâtre, eh ben, ils sont un peu frustrés ou alors ils ne comprennent pas bien pourquoi. Qu'est-ce qu'on vient les emmerder avec un échauffement, de la respiration, de l'ancrage, etc. Alors qu'eux, ils veulent faire de la vanne. Et on essaye de leur faire comprendre que, bah oui, mais si on veut vraiment ressentir la situation et y réagir, etc., bah, ça nous demande un peu de technique quand même. Après, il y a des gens il y a plein de gens hein, qui sont spontanément, qui ont le sens du plateau, qui ont le sens de l'espace, etc. Mais il y a quand même besoin de ça et puis de travailler sur du premier degré, sur de l'organique, de ressentir les choses. Je pense que si
Je pense que si on joue comme une patate, eh ben, c'est compliqué d'être un très bon improvisateur. J'ai envie de te laisser sur cette ligne-là et de dire: «Bon, bah, la réunion est finie». Non, je ne te laisserai pas là-dessus. Du coup, question de Seb. Est-ce que, vous cherchez à piéger, alors j'imagine qu'il entend par là, pousser en dehors de leurs limites, les copains, donc les autres acteurs de ton équipe lors de des impros, en utilisant des astuces et si oui, lesquelles? Alors, il y a pas d'astuces comme ça et si on le fait avec des gens qu'on connaît très bien et sur des trucs où en fait, encore une fois, l'idée n'est pas de mettre en difficulté son partenaire et de lui balancer des pots de banane pour qu'il se casse la gueule. Heu, le On essaye toujours d'avoir en ligne de mire l'improvisation. C'est qu'est-ce qui va faire une belle histoire? Qu'est-ce qui va faire une belle impro? Et du coup, si on balance une peau de banane ou un gros scud à un copain et que du coup il est en galère, qu'elle se le désarçonne, etc., et ben du coup on risque aussi de foutre en l'air l'impro. Donc, si on fait ça, c'est de la peau de banane bon enfant ou contrôlée, ou alors avec des gens dont on sait qu'ils ont vraiment cette capacité à, il y a des improvisateurs qui sont d'une vivacité folle hein, et tu peux leur balancer des trucs comme ça à la volée et ils rattrapent tout, tout en continuant à construire une impro qui tient debout. Mais, euh, mais on essaye d'éviter ça, enfin en tout cas on ne le recherche pas. Parfois ça peut être un clin d'œil, ça peut être une connerie où on s'aperçoit effectivement on a glissé une petite peau de banane, mais pas de vraiment déséquilibrer son partenaire. Encore une fois, c'est l'impro, on est au service de l'histoire. Euh, moi, c'est un truc qui me fait chier quand on est en train de construire une belle impro, et ça se fait beaucoup en match parce que c'est un truc où, du coup, comme ça fait marrer le public, on recueille, on recueille les faveurs du public et souvent on recueille le point qui va avec. Et moi, c'est un truc qui me, ouais, qui m'agace un peu, c'est-à-dire que tu es en train de construire une belle histoire, de faire un truc qui est chouette, et puis tu as ton partenaire en face qui va balancer une grosse vanne, soit qui va complètement sabrer ce que tu es en train de mettre en place, soit qui va d'un coup tirer toute la couverture à lui, ou qui va te mettre complètement en déséquilibre. Et, et, et voilà, moi je trouve ça dommage. Tu as très bien répondu à la question. Charles demande ce que tu penses des spectacles semi-improvisés. Donc, il parle du clap, à qui je fais un coucou au passage, qui avait deux spectacles. Moi, j'en avais vu un qui s'appelait Limbe, et là, il parle de Chien et loup. Est-ce que tu connais des spectacles de ce type-là et est-ce que tu pourrais nous en recommander pour après le confinement, demande-t-il. Alors, pas du tout. Je n'ai que entendu parler du clap, mais je n'ai moi-même jamais vu leur spectacle. Euh, j'ai, Qu'est-ce que j'ai vu l'année dernière au Radiant? Je crois que c'était les Chiens de Navarre, dont j'avais tellement entendu parler. Alors moi, j'ai hurlé de rire pendant le spectacle. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Donc j'en pense du bien. Enfin, euh, c'est juste que moi, j'ai envie de savoir. Par contre, ça m'interroge semi-improvisé. En fait, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est dans quelle mesure ils improvisent. Donc, vu que c'est des spectacles qui tournent, etc., je pense aux Chiens de Navarre notamment, et c'est vraiment très calé au niveau du canevas, mais j'aimerais savoir dans quelle mesure ils improvisent. Du coup, c'est ça en fait qui m'empêche de vraiment avoir un avis sur la question. Parce que j'arrive pas du tout j'arrive pas du tout à me rendre compte de la partie improvisée. Pour les Chiens de Navarre, je me rendais compte sur certaines tirades, sur certains trucs, on voyait que c'était de l'impro, c'était un peu plus fébrile. Et d'ailleurs, moi, c'est tout ce que j'aime dans l'impro. Hein. D'ailleurs, c'est quand on sent les gens un peu sur le fil, où on les sent légèrement déséquilibrés, et puis hop, se rattraper. Je trouve que c'est ça qui est assez majestueux, je trouve, chez les bons improvisateurs. Euh, mais donc j'en pense du bien, mais c'est juste que à titre personnel, ma curiosité est un peu laissée sur ma faim. J'aimerais un peu plus savoir comment ça se construit et justement
dans quelle proportion ils ont la capacité d'improviser, jusqu'où, qu'est-ce qu'on leur laisse comme marge de manœuvre. Mais en tout cas, les Chiens de Navarre, moi, je n'ai vu qu'un seul spectacle, mais j'ai adoré ça. Donc, si vous voulez les découvrir, si vous ne connaissiez pas, n'hésitez pas. Même type de question, est-ce que tu connais, demande Michael, la comédie musicale improvisée, est-ce que tu en as fait toi-même? Alors, j'en ai pas fait moi-même. J'ai des copains qui font ça. Bah après, en fait, c'est ça qui est chouette avec l'impro, hein, c'est que tu peux le décliner sur absolument ce que tu veux. Nous, on l'avait fait, donc la comédie musicale improvisée, moi, j'en ai jamais vu, mais je connais que des compagnies amateurs. Et encore une fois, hein, je sais pas du tout. C'est pas du tout pris de haut. Il y a d'excellents amateurs, mais je ne connais pas de compagnie pro qui font ça. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir, mais tu peux décliner. Enfin, c'est ça qui est chouette avec l'impro, tu peux vraiment le décliner comme tu veux. Nous, on avait pendant un spectacle, pendant un temps, enfin, on joue beaucoup moins, mais on continue, un spectacle qui s'appelle Cinéma Scoop, où il y avait c'était un peu ambiance années 70, genre un décorum avec un débat, avec un présentateur et trois comédiens, genre un peu les dossiers de l'écran, un truc comme ça. Et puis on voyait le film et on improvisait un film euh, au théâtre, donc avec des codes de réalisateur ou alors des codes de genre. Mais on improvisait un film à la manière d'Hitchcock, de Tarantino, de Almodovar, ou alors à la manière des James Bond des années 60. Voilà. Donc pareil, on se glissait vraiment dans les codes dramaturgiques, etc., de narration, d'écriture, et donc pourquoi pas de la comédie musicale. Après, encore une fois, c'est des trucs qui demandent du budget, du monde, parce que voilà, il faut des musiciens et de multiples compétences. Et il n'y a pas, enfin, il y en a plein qui le font, mais il n'y en a pas non plus sur tous les toits des comédiens qui chantent, qui dansent, tout ça vraiment au premier degré, sans faire de la connerie. Justement, je vais terminer avec cette question-là parce qu'il est déjà, presque 19h30. Mais, moi je suis assez fascinée par justement par toutes les compétences que ce métier-là de l'improvisation, requiert parce que sans comparaison avec des comédiens qui ne font pas d'impro, mais voilà, effectivement, comme tu en parlais, il y a aussi des compétences d'écriture, des compétences de scéno, bon, il y a beaucoup de culture, de références dont tu as pas besoin forcément quand tu fais, de la comédie au sens, classique. Et moi, ma question pour toi, c'est justement comment est-ce que tu te nourris au quotidien pour pouvoir gérer ces spectacles où ça te demande énormément de ressources? Parce que là, un exemple simple, hein, mais faire un film à la manière de faire une impro, pardon, à la manière d'un film d'Hitchcock ou de Tarantino ou que sais-je, il faut quand même que tu te sois bien imprégné de tout ça avant pour pouvoir sortir quelque chose d'intéressant, de cohérent, etc. Donc voilà, comment tu te nourris au quotidien? Et ce sera ma dernière question. Bah, il y a déjà le fait que, c'est ce que je te disais, à la Lily, on est quasiment tous comédiens dans d'autres compagnies. Donc déjà, d'un point de vue théâtral, on va se nourrir aussi ailleurs et c'est hyper important de ne pas faire que de l'impro et d'aller bouffer d'autres choses. Après, bah, enfin, toute la culture perso qu'on peut avoir sur nos goûts perso, c'est voir du théâtre, c'est voir des films, c'est lire des bouquins, c'est avoir des références. Et puis après, il y a tout le boulot qui est en amont avec les partenaires. Et parce que là encore, l'improvisation, parce que quelque chose d'extrêmement spontané, etc., donne l'impression que on est venu de notre salon, pouf, on s'est mis sur le plateau et puis on improvise. Non, ça nous demande de longues heures de travail et de répète. Je pense notamment quand on a travaillé, quand on avait préparé ce cinéma scoop spécial Hitchcock, ça veut dire voir des films d'Hitchcock séparément et ensemble et noter, et dire ok, c'est quoi, à quel moment, qu'est-ce qu'il utilise, qu'est-ce qui est récurrent dans sa façon de filmer, dans la façon de jouer, dans la façon qu'il a d'amener ses personnages, souvent les scènes d'expo, comment c'est, enfin, ça nous demande effectivement, en plus de notre culture perso, un travail supplémentaire et d'aller éplucher un peu ces trucs-là et comment on recoupe. On l'avait fait aussi avec, comment s'appelle-t-il, euh,
Tu vas le trouver, les drames anglais de ce réalisateur anglais. Alors les drames, alors je pense pas, mais il est pas anglais, mais Ars- nous, Ken pardon, Loach, je vais vous drame dire, social anglais. Ken Loach, il est pas écossais ou irlandais? Irlandais? Ah, Je sais pardon, plus. Bon c'est bref. beaucoup trop pointu pour moi. Mais voilà, on l'avait fait là-dessus aussi, donc ça veut dire aller voir plusieurs films et effectivement et échanger. Et puis une fois qu'on a tout l'aspect théorique, où on a pris des notes, etc., et ben c'est en répète comment on travaille des ellipses, des changements de plan, enfin même comment on peut donner l'illusion de valeur de plan. On avait aussi travaillé sur tout le côté presque réalisation. Euh, ouais, côté réalisation, le côté montage, le côté voilà. Donc bah, c'est comme n'importe, je pense à peu près n'importe quels artistes en fait qui vont se nourrir à droite à gauche. C'est vrai que c'est important en fait d'avoir des références et des références communes, mais voilà, d'avoir vu des choses, de ouais, ouais, de se nourrir. Bon bah moi, en tout cas, Conclusion terriblement bégayante, vraiment. je suis fascinée par ton travail et je suis vraiment ravie que tu aies pu en parler parce que ça me paraît important que cette, voilà, cette omerta, sans vouloir employer des grands mots, sur l'improvisation, notamment de la part d'autres comédiens, soit un petit peu étouffée parce que c'est vraiment, je trouve, une discipline très complète et très rigoureuse. Donc, en tout cas, j'espère venir te revoir sur scène très bientôt. Ça me Eh ferait ben, très plaisir. j'espère. Merci en tout cas pour l'invitation, c'était bien cool. Et Ça m'a j'espère que fait ça va plaisir. intéresser les gens. Donc merci à tous et puis du coup aujourd'hui on n'aura pas de deuxième partie comme d'habitude parce que j'ai besoin de me reposer un peu. Par contre on recommencera demain et on sera autour de la danse demain. Donc j'en reparlerai. Merci beaucoup Laetitia d'avoir été là. Bonne Merci, soirée à tous, à merci. très vite.